Bienvenue sur Ici Éco. Le gouvernement a décidé, durant le Conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine, de consacrer une réunion au dossier de la restructuration des banques le 3 décembre. La séance a été, comme d'habitude, boycottée par les ministres proches du courant patriotique libre, qui estiment que le gouvernement outrepasse ses prérogatives en l'absence d'un président de la République et devrait se contenter d'expédier les affaires courantes. Le gouvernement n'a pas examiné le dossier du commandement de l'armée, notamment en ce qui concerne le départ à la retraite du chef de l'institution militaire, le général Joseph Aoun, le 10 janvier prochain. Il n'a pas non plus abordé la question d'une éventuelle prolongation du mandat du directeur de la Sûreté générale par intérim, le général Elias Baissari. Dans le cadre des discussions engagées à plus d'un niveau en vue de paver la voie à un redressement socio-économique dans le pays, les milieux financiers soulignent que l'un des facteurs d'un tel redressement est la restructuration des banques, en vue de la relance du secteur bancaire. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur le projet de budget 2024 et la restructuration des banques, ainsi que les questions liées à la prolongation du mandat du commandant en chef de l'armée avec l'ancien ministre de l'économie, Alain Hakim. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, à moi aussi. Nous allons commencer directement avec le dossier chaud, la restructuration des banques. Quelques questions rapides. Donc voilà, avant d'ouvrir le dossier de la restructuration des banques, une question vitale se pose. L'État va-t-il rembourser les déposants ? Aujourd'hui... Une question donc voilà qui va entraîner d'autres questions. L'État, est-ce que l'État va rembourser la totalité? Quand? Sur quelle base? Est-ce qu'il est responsable? Nous devons d'abord mettre les choses en place. Nous parlons en général de restructuration des banques et en même temps de la réforme du secteur bancaire. Il n'y a pas de réforme du secteur bancaire. Le seul secteur qui doit être réformé, c'est le secteur public. Les banques ont leur propre façon de faire, ont leur loi, ont leur système. Donc, il y a besoin aujourd'hui de restructuration. Et cette restructuration doit se baser sur des critères bien établis. Et ces critères bien établis jusqu'à aujourd'hui ne voient pas le jour. Malgré la loi qui a été proposée, et c'est une loi qui dépend, en fin de compte, d'autres lois. Certainement. Donc, cette loi va subir le même sort que les autres lois, comme le contrôle des capitaux vice-gouverneur et le secret bancaire. Donc, M. Saad Echeme a bien proposé un projet de loi pour la restructuration du secteur bancaire, tout en disant que ça, c'est le projet de loi qui a été préparé par la Banque centrale et par la Commission de contrôle. Mais, pour M. Chami, on ne peut pas tout reporter jusqu'à ce que les réformes soient finalisées. Donc, le texte mentionne très bien et clairement la répartition des responsabilités. Et non, c'est faux. Pour lui, le texte, il mentionne bien une répartition équitable de ces responsabilités. Mais ce qui est clair, que ce texte-là rejette toute la responsabilité sur les banques. Et sur les déposants. Et sur les donc, déposants, automatiquement, indirectement. Certainement. Et c'est ça qui est refusé en général. Et qui est refusé principalement par les députés. Parce qu'ils sont là pour protéger aussi les déposants d'une manière globale. Maintenant, rejeter toute la responsabilité simplement sur les banques est une erreur monumentale. Parce que n'oublions pas que ceux qui a instauré les subventions durant les dernières années et les grosses pertes au niveau des réserves obligatoires, c'est l'État qui a poussé les banques à encaisser au prix du cours officiel, soi-disant officiel, leur crédit sur le marché du secteur privé. C'est l'État qui a obligé aussi les banques à maintenir, ou plutôt à garder un cours de change de 1 500 $ alors que le dollar était en train de se volatiliser peu à peu. Donc vous voulez me dire que donc l'État est responsable en premier lieu, immédiatement, il n'y a même pas à discuter. L'État est aujourd'hui le principal fautif au niveau de la crise économique et financière que nous sommes en train de subir. Dire l'État, c'est dire qui? Donc la Banque centrale, c'est une institution, les banques, c'est un secteur, mais l'État, c'est qui aujourd'hui? Cher ami, je ne dis rien. C'est la loi qui le dit. Aujourd'hui, le code de la monnaie et du crédit stipule qu'aujourd'hui, si la Banque du Liban a des pertes, automatiquement, ces pertes sont couvertes ou sont par l'État, parrainées, disons, par l'État.
Donc c'est clair, net et précis. Nous n'avons même pas besoin de loi. Les lois actuelles sont suffisantes pour pouvoir Donc, si le trouver une secteur bancaire solution est à ceci. surchargé, cela signifie la faillite de tout le secteur. Aujourd'hui, le secteur dans sa totalité, si nous prenons aujourd'hui la plus grande institution financière au niveau de son capital, elle est incapable de restituer, bien entendu, les dépôts de ses déposants. Quoiqu'elle n'est pas obligée, parce qu'en fin de compte, aucune banque au monde ne peut le faire. Mais néanmoins, d'une manière globale, tous sont en faillite. Le gouverneur de la Banque du Liban avait bien déclaré que l'État a retiré 62 milliards et 670 millions de dollars des fonds de déposants. Donc vous voulez me dire que voilà, l'État est responsable. Bien sûr. Mais comment évaluer comment M. Saad Hicham aujourd'hui et certains conseillers de M. Najib Mikhat sont en train de gérer les choses? Les négociations avec le Fonds monétaire international, la loi avec des taxes et des impôts en rétroactif, la façon de gérer les choses avec le projet de loi en ce qui concerne la restructuration des banques. C'est fou un peu? Malheureusement, il n'y a pas de globalité dans l'approche au niveau de la grosse crise à laquelle nous faisons face. Il y a toujours une approche par dossier. Et l'approche par dossier dans un cas pareil ne peut pas donner de résultat. Si nous prenons par exemple le cas le plus proche de nous qui était la Grèce. La Grèce n'a jamais travaillé pas à pas ceci. Elle a travaillé ça d'un coup. En 4 jours, il y avait déjà les lois qui étaient nécessaires pour la remise de la Grèce sur pied. Et c'est ce qui a eu lieu. Ce qui n'a pas eu lieu au Liban. Notre principal aujourd'hui souci, oublions tous les détails, c'est l'incapacité de ce gouvernement, de cet État, de ces forces politiques qui tiennent les rênes du pouvoir, de pouvoir aboutir à une solution viable. Aujourd'hui, avec cette perte de temps que nous subissons, nous sommes dans la 5e année, cher ami, 5e année de la crise. Ils sont incapables ou bien c'est planifié? Je vais simplement dire un petit mot à ce niveau et j'arrive. Ils sont incapables au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, ils doivent être changés. Nous prenons les mêmes et nous faisons rebelote. La preuve, qui est en train de gérer ceci au niveau du Parlement. Donc, dans ce cas précis d'incapacité et de coûts énormes que nous encourons grâce à ceci, l'exemple des subventions durant les dernières années est un exemple qui dépasse les 25 qui a milliards de dépassé, dollars, bien sûr, et qui a touché complètement les réserves de la Banque du Liban. Nous ne cherchons plus... C'était le gouvernement qui avait bien décidé cela. Nous ne cherchons plus la perfection. Donc c'est le gouvernement qui était responsable. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Nous ne cherchons plus la perfection, nous cherchons la rapidité. Nous ne cherchons plus l'équité. Nous cherchons automatiquement l'efficacité. L'équité, c'est-à-dire il y aura toujours quelqu'un qui va payer un peu plus qu'un autre. Mais on est obligé, parce qu'on est face à une crise qui a été automatiquement, volumineuse, non seulement volumineuse, mais aussi travaillée avec beaucoup de retard. Elle n'est même pas travaillée jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons déjà de 5 ans. Donc, moi, à mon avis... Mais aujourd'hui, à quel coût? À mon avis, la solution à envisager est de dissoudre la crise peu à peu pour que d'elle-même, elle disparaisse. Et dissoudre avec cela le secteur bancaire? Bien entendu, dissoudre ceci sera dissoudre automatiquement l'argent des déposants. Parce que les banques sont un intermédiaire. Donc vous voulez me dire le plan du gouvernement, les projets de loi, les décisions qui ont été prises, tout cela va, en fait de compte, va faire dissoudre la crise. Voilà. Et donc, dire dissoudre la crise, c'est dire dissoudre le secteur bancaire, tout ce qui reste du secteur bancaire et les dépôts des déposants. Bien entendu. Donc, automatiquement, comme ça, ils auront fini du problème d'une manière globale. La preuve, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est exactement ceci. Maintenant, en gardant en tête un fait accompli, qui est, si jamais nous parlons de restructuration des banques, il y a un fait qui est clair, si les investisseurs ne veulent pas réinvestir dans ces banques, il y a des banques qui doivent disparaître. Nous sommes complètement d'accord. Mais on ne peut pas reprendre à zéro. Mais voilà, donc automatiquement, il y aura une division entre banques saines, banques qui ne le sont pas, banques à liquider. Bon, ça c'est un autre point au niveau technique. Le gouverneur de la Banque centrale par intérim, Wassim Mansouri, a toujours bien mentionné que le secteur bancaire ne se redressera que lorsqu'il y a un genre de réconciliation avec les déposants. Il n'y a pas de secteur bancaire sans déposants. Nous devons œuvrer à restaurer la confiance des déposants dans le secteur bancaire afin de pouvoir bâtir et développer une économie saine. Comment pouvoir redresser ce secteur et comment pouvoir recréer
ce genre de réconciliation entre banques et déposants? Il y a des étapes à prendre et à appliquer. C'est très simple. En tout cas, il est clair, et nous sommes convaincus tous, qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de reprise sans un secteur bancaire. C'est clair, net et précis. Peut-être beaucoup plus, beaucoup plus petit, mais au moins viable. De la normalisation des transactions bancaires. On ne peut plus continuer dans l'état dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse émettre des chèques, qu'on puisse utiliser des cartes, qu'on puisse utiliser une seule monnaie. N'oublions pas que nous en avons plusieurs à différents cours. C'est inacceptable. Donc il est nécessaire de normaliser le secteur, la vie du secteur bancaire au niveau du citoyen, pas seulement au niveau des banques. Nous ne parlons plus ici de restructuration, nous parlons aussi d'une normalisation de la vie courante en termes global. Pour ceci, il faut bien entendu prendre certaines mesures, et le plus tôt possible, malgré tout, malgré 5 ans. Donc, premièrement, les lois dont on vient de parler. Deuxième point, en termes de restructuration des banques d'une manière globale. Troisième point, en termes de revisiter ou de reviser, si on veut, le budget de l'État, bien entendu, qui est une obligation, et aussi le budget de la BDL. Donc, à ce niveau-là, dès que ceci est fait, nous pouvons arriver à une certaine normalisation du système bancaire. Et je dirais peut-être quelque chose qui ne plairait pas à beaucoup, pourquoi pas une dollarisation totale? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une dollarisation totale aussi dans une situation où il n'y a aucune confiance dans les politiques de l'État, la dollarisation serait une solution. Quand il y a une hyperinflation à laquelle nous faisons face, la dollarisation est une solution, même si elle est momentanée. Bien sûr, je veux garder ma souveraineté, je veux garder ma livre libanaise, aujourd'hui, etc. Qu'est-ce qui reste de la livre libanaise? Mais voilà, exactement. Donc, même les taxes, aujourd'hui, nous allons voir avec le projet de loi du budget 2024, la majorité des taxes et des impôts ici doivent être payés en dollars. En gardant en tête aussi qu'au niveau des importations, nous sommes à 90%, si ce n'est pas plus, en termes d'importation en devises étrangères. Donc on pourrait stabiliser d'une manière, et on maîtriserait l'hyperinflation à travers une dollarisation. N'ayons pas honte, faisons-le, et automatiquement, à travers les points que je viens de citer, on peut aboutir à une normalisation du secteur, même si nous ne sommes pas à 100%. Je viens de dire, rien n'est complet, rien n'est parfait. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vouloir aller vers le parfait. On doit aller vers l'efficace, le moindre mal, d'une manière ou d'une autre, en essayant de préserver les différents joueurs au niveau de l'échiquier. Passons au fameux projet de loi du budget 2024. Sans aucune vision en termes de politique fiscale et économique, le projet de loi apparaît comme visant à amonceler des liasses de billets de banque dans les tiroirs de l'État. Vous dites quoi à propos de ce budget-là? Sans vision, sans plan, dollarisation de certaines taxes, augmentation de certains impôts, etc. Je souris. Parce que je vais dire quelque chose que je ne fais que répéter. Le ministre des Finances sort dire que ce budget-là fait partie du macro-projet du gouvernement. Bien sûr. Le plan de toujours les grands titres. De relance, etc. C'est toujours les grands titres. Ouais. C'est toujours les grands titres. Pour résumer ce que je vais dire, parce que je souris, je ne fais que sourire, même je vais me mettre à rire à un moment donné. Si je reprends ce que je disais en 2014, 2015 et 2016, quand j'étais ministre de l'économie, sur la question du budget, et je transpose ce que je disais en ce temps-là, aujourd'hui, en 2023, je n'ai pas à changer un iota, un seul mot. Nous avons les mêmes remarques. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes qui sont en train de discuter ce sujet en ne changeant rien. Il n'y a rien qui s'appelle out of the box, hors de la boîte. Tout est déjà vu, tout est déjà étudié. Qu'est-ce que nous prenons au niveau du budget? 200 à 240 fois d'augmentation de taxes. Nous parlons d'une dollarisation de certaines taxes. Pourquoi dollariser les taxes et ne pas dollariser autre chose à ce moment? Troisième point, de nouvelles taxes. Donc nous ne parlons plus d'une politique fiscale ou d'une politique économique, financière, dans laquelle il y a une certaine fiscalité avec une orientation vers le futur et une vision. Nous parlons de dîmes. Nous parlons ici, à ce moment, d'impôts, de prélèvements directs, ni plus ni moins. Ça nous rappelle l'impôt médiéval sur le sel, au temps médiévaux en France, qui était d'une ignorance totale. Nous répétons la même chose ici. N'oublions pas que le mot taxe veut dire automatiquement relié à une prestation de service.
Où est la prestation de service? On n'a rien. Nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'il reçoit aujourd'hui le citoyen libanais? Donc Quels sont les automatiquement, services qu'il reçoit? nous allons nous contribuer aujourd'hui à un budget qui a pour but de payer des salaires Pour payer les fonctionnaires. et brûler au niveau de l'EDL. On est en train de payer pour payer le secteur Voilà, public. c'est tout. Donc automatiquement, ça n'a aucune signification de développement. Il n'y a rien Qui est en aujourd'hui termes... en grève aussi. Voilà, bien entendu. Donc ça c'est catastrophique, mais Et je pourrais ajouter un petit mot à ce niveau. certainement. Pire que ça. Aujourd'hui, en imposant ou en augmentant nos taxes et impôts, on est en train d'imposer et de taxer qui? Les individus et les entreprises qui payent leurs taxes et impôts. C'est l'économie régularisée. Voilà, qui font partie de l'économie officielle. Officielle, et non pas l'économie parallèle aujourd'hui. Voilà que l'économie de l'ombre et l'économie parallèle ne sera pas taxée et imposée. Donc ce genre de budget-là, certainement, va augmenter la contrebande. Bien entendu. Il va augmenter l'évasion fiscale. Et va pousser ceux qui payent à ne pas payer. payer. Ce qui aurait dû être le contraire, en fait, malheureusement, c'est le cas. Et nous savons tous que nous avons 55% d'économie de l'ombre et 45% d'économie officielle. Donc on verra automatiquement une augmentation du pourcentage de l'économie de l'ombre et une réduction totale de l'économie officielle. Et on poussera les sociétés qui veulent investir, alors qu'aujourd'hui on en a besoin, à quitter le pays. Et ceux qui y sont déjà, à quitter aussi le pays, parce que déjà, elles le quittent souvent, parce que pour des questions bancaires, de transactions, etc., d'où le besoin de normalisation dont on parlait. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est impossible et ridicule d'évoquer l'hypothèse de réforme des institutions étatiques parce que la volonté d'entamer un tel chantier est absente? Les plans sont là, la logique est là, la science managériale explique tout ce que nous disons. La volonté n'existe pas, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas de volonté. Et moi, à mon avis, la volonté n'existe pas non seulement par... c'est mal intentionné, mais aussi par un manque de culture et un manque de savoir. Malheureusement. Malheureusement. On parle aujourd'hui de dollarisation des taxes. Vous pensez que c'est une option aussi mais c'est une option qui va au contraire à la lutte de l'inflation aujourd'hui et à la stabilité de change? On ne peut pas dollariser une partie. Il faut dollariser le tout. Voilà, ce que nous voulons, je viens de le dire, ce que nous voulons et ne pas dollariser le reste. Si nous voulons dollariser, dollarisons le tout. Ça combattra l'hyperinflation, ça permettra une certaine stabilité, même si elle est momentanée pour passer ces quelques années. Encore une fois, il faut réfléchir hors de la boîte. Aujourd'hui, quand nous réfléchissons comme on réfléchissait dans les années précédentes, on ne sortira pas de cette crise que nous avons entre les mains. Quoique, encore une fois, pour être optimiste, elle est facile. Il suffit un peu de bonne volonté. Et bien entendu, une reconnaissance de la responsabilité de l'État au niveau de ce qui s'est passé. Pour le ministre sortant des Finances, Ossif Khalil, l'exercice 2024, ça serait dans la continuité de la voie du redressement. Quel redressement? Je me pose la question. Moi aussi. J'aime bien les grands titres, encore une fois. Mais je me pose la question de quel redressement nous parlons. Qu'est-ce qui a été fait pour redresser quoi que ce soit? Mais comment aujourd'hui un ministre des Finances peut sortir dire que voilà, le budget 2024 va garantir des crédits nécessaires pour faciliter le travail des administrations publiques. Donc, estimant qu'il n'est plus permis de continuer à dépenser sur une base de 12e provisoire, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui on travaille, on collecte l'argent, on travaille, secteur privé, on paye les taxes, seulement pour pouvoir garantir et faciliter le travail d'administration publique? Justement. Et le gros problème, c'est que nous entendons des voix et des voix de responsables qui nous disent que le budget est obligatoire, le budget est une nécessité. Bien entendu, mais chaque année, nous le répétons. Mais pas un papier comptable. Mais chaque année, nous le répétons et chaque année, nous sommes dans le même problème. Donc il faut, encore une fois, même ceci n'est pas vrai. Le budget n'est pas une nécessité. Tant que c'est un budget, comme vous dites, qui est un papier comptable et purement des chiffres à ne rien donner. Si ce budget va être voté, ou bien il va passer directement donc, par le gouvernement aussi, on va dépasser la fin mois janvier 2024. Donc voilà, M. Miati a bien précisé que le gouvernement va voter et il va faire passer ce budget-là. Donc, quelles conséquences? On s'attend à quoi? On aura, comme je viens de dire, une réduction de l'économie formelle et une augmentation de l'économie de l'ombre, une inflation qui va être galopante aussi à ce niveau-là. On aura un départ des sociétés, on aura moins d'investissements. Donc ce sera automatiquement la rebelote, comme d'habitude, de la même situation qui est répétitive. En ce qui concerne aujourd'hui la multiplicité du taux de change,
Un taux de change aujourd'hui, des taxes et des impôts donc payés en dollars, ou bien sur le Sairafa rate, donc on est à 89 000 à peu près, des, des dépenses payées à 15 000 livres, des circulaires qui continuent donc par la Banque centrale à le 151 par exemple, les retraits à 15 000, donc on est perdu. Ces taux de change multiples-là, comment pouvoir voter un budget sans savoir sur quel taux de change ce budget-là a été construit ou bien il a été mis? Avec en plus une impossibilité d'avoir des bilans normaux en fin d'année. Pour les entreprises, je parle, et au niveau de Donc, sur même des quel individus. taux de change a Donc été sur appliqué? quel taux, comment et pourquoi. Donc c'est un quiproquo total. Donc nous sommes dans un vase d'incompréhension totale, malheureusement, qui ne mènera à rien. Voilà pourquoi, si nous revenons au niveau des étapes où il y a nécessité de pouvoir y aboutir, pour pouvoir un petit peu régulariser ce qui se passe, il est essentiel d'y aboutir. Automatiquement, je suis contre complètement ces différents taux de change. Il faudrait libérer le dollar, bien entendu. Enfin, il est déjà libéré plus ou moins. Encore une fois, la dollarisation pourrait entraîner une amélioration de ceci d'une manière et d'une autre pour qu'au moins on sache où on va, que ce soit au niveau bilanciel, que ce soit au niveau des dépenses, au niveau des revenus de l'État, d'une manière globale, et en même temps au niveau des dépenses et des revenus des individus, donc du citoyen libanais. Malheureusement, ceci est refusé. Vous êtes économiste et vous êtes banquier aussi. Non, je ne suis pas, je suis, oui, enfin, économiste, oui. Certainement. Oui. Si ce budget-là va être voté, un taux de change, donc on est à 89 000 à peu près, le gouverneur de la Banque centrale par intérim, Wassim Mansouri, a été bien clair en disant que un nouveau taux de change donc, va automatiquement éliminer les taux de change aujourd'hui fixés par des circulaires qui ont été lancés ou bien lancés par la BDL. Est-ce que le secteur, est-ce qu'aujourd'hui en termes d'inflation, de masse monétaire, est-ce qu'on peut aujourd'hui payer les dépôts des déposants à 89 000, les dépôts, les dollars aujourd'hui à 89 000? Bon, d'abord, si jamais nous libérons ce que on élimine la 151 par exemple, et automatiquement nous éliminons sans contrôle de capitaux, sans contrôle de capitaux, disons, je présume. Automatiquement, nous allons avoir une augmentation. Il faudra augmenter, il faudra imprimer. Deuxièmement, on aura une hyperinflation. Comment contrôler la masse monétaire? Troisième, donc, pour ceci, on va se limiter aux montants déjà donnés. N'oublions pas que les montants ne seront pas payés d'une manière totale. Ils seront payés d'une manière actuelle. Supposons qu'aujourd'hui, vous avez 24 millions, 1600 dollars, 1600 dollars. Donc les plafonds vont à 24 diminuer. millions. Il se peut que nous gardions qu'ils gardent les 24 millions, mais à 89 000. Donc vous allez retirer 300 dollars par mois ou 270, plus ou moins. Donc, la masse... ou bien une partie va être aussi... la masse... on va les déposer dans des cartes qu'on peut utiliser... Aussi, donc, voilà, il y aura une solution. Pas de vente, néanmoins, ceci permettra donc, au lieu de retirer son montant, supposons, en 20 mois, on pourra les retirer en 60 mois ou 65 mois, je dis n'importe quoi, simplement pour l'exemple. Donc, c'est beaucoup plus... comment dire, c'est beaucoup plus adéquat pour le déposant aussi à ce niveau-là. Donc, voilà pourquoi il faudrait finaliser de cette question de dollar le plus tôt possible. Mais néanmoins, encore une fois, en ne faisant pas seulement ça, mais en faisant tout ensemble, donc toutes les réformes nécessaires pour aboutir à une rectification de la situation actuelle. Est-ce que le Libanais peut payer encore? Au niveau du budget, je ne vois pas comment on peut mettre des taxes sur une économie moribonde. Donc une économie moribonde, donc un citoyen moribond. Quoi au Libanais, ou bien aux citoyens libanais? Je doute que le citoyen écoute ce qu'ils sont en train de dire, malheureusement. Mais ils sont responsables. Mais ils sont bien sûr, bien sûr. Et quel gouvernement? C'est un gouvernement intérimaire qui n'a aucun pouvoir, qui diffère son devoir. Mais aujourd'hui, qui est en train de prendre des décisions comme s'il avait le pouvoir total. D'où le problème politique que nous avons, qui est la base même de cette approche. Donc, passons au dossier politique et à tout ce qui se passe aujourd'hui. Avant le problème politique, le calme aujourd'hui entre le Hezbollah et Israël, ce calme, ce cessez-le-feu, donc pour quelques jours, on s'attend à quoi?
tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région, les circonstances de la guerre entre Hamas et Israël et les retombées sur le Liban, votre lecture de ce qui se passe, on s'attend à quoi? Quels sont les scénarios? Israël n'aura jamais de meilleures circonstances qu'actuellement. On en discutait au début. Ils n'auront jamais de circonstances mieux qu'actuellement. Pour finaliser les problèmes qu'ils ont, que ce soit les 40 000 militants de Hamas ou les 100 000 militants du Hezbollah. Donc vous voulez me dire quoi? Donc ils vont devoir finaliser ceci, parce qu'aujourd'hui Israël vit sur sa sécurité. Et sa sécurité aujourd'hui a été complètement annihilée, détruite, que ce soit au niveau du nord ou que ce soit au niveau de Gaza. Donc automatiquement nous allons avoir, Israël n'arrêtera pas à ce niveau-là et va continuer ce qu'elle est en train de faire d'une manière ou d'une autre. Donc vous voulez me dire, on s'attend à une guerre? Ou bien un nouveau traité? Non, voilà pourquoi aujourd'hui d'ailleurs nous avons une prolifération de visiteurs chez nous, en ce qui nous concerne, parce que nous, Gaza, vous savez, c'est chez eux, ils se débrouillent entre eux. Chez nous, en ce qui nous concerne au niveau de la frontière nord, on a une prolifération de visiteurs, on en parlera peut-être, qui viennent justement pour nous dire, ayez un président, parce qu'en fin de compte, si on aboutit à des négociations qui pourront donner des résultats positifs sans guerre, il faut que quelqu'un puisse parler en votre nom. D'où la nécessité, encore une fois, de revenir à notre point de base, qui nous, Parti Kateb, est un élément vital, l'élection d'un président de la République qui puisse tenir les rênes du pouvoir face à ceci. Dans tous les cas en général, mais en particulier quand il y aura des négociations pour aboutir à une entente à un niveau quelconque, qui peut être par exemple le retrait de Hezbollah jusqu'à certaines lignes loin des frontières sud chez nous et nord chez Israël, pour permettre à ces villages israéliens, ou plutôt aux habitants des villages israéliens, de réintégrer leur village, parce que n'oublions pas aujourd'hui qu'Israël vit dans un corridor, et que ce corridor est limité par le désert vers le Sinaï, est limité par Gaza à gauche, et est limité par l'autorité palestinienne à droite. Est-ce que vous êtes convaincu que le Hezbollah est convaincu que c'est le temps? Moi, à mon avis, ce n'est pas Hezbollah qui sera convaincu, c'est l'Iran. Si l'Iran est convaincu, le Hezbollah sera convaincu. Maintenant, les modalités et la mise en place et comment ceci sera fait, nous le verrons au fil des mois à venir, bien entendu. À mon avis, encore une fois, selon les résultats de cette première guerre qui a eu lieu, je ne vois pas le Hezbollah faire plus que ce qu'il est en train de faire actuellement. Durant une guerre, comment ne pas accepter une prolongation du mandat du commandant de l'armée? Je me rappelle quand nous étions dans des classes d'histoire en étant jeunes, on se demandait, quand on lisait que certains royaumes discutaient du sexe des anges pendant qu'ils étaient attaqués, on se disait comme ils sont stupides. Nous faisons la même chose aujourd'hui. Nous sommes en train de discuter du sexe des anges avec des dossiers stupides, enfin bref, même au niveau du Parlement, alors qu'aujourd'hui on est en train de saper. D'abord, nous n'avons pas de commandant suprême des forces, qui est le président de la République. En deuxième lieu, nous sommes en train de saper peu à peu le moral du commandant en chef de l'armée libanaise. Avant quelques jours de la fin de son mandat. Et de l'armée libanaise, la seule institution qui reste sur ses pieds et qui est tenue d'une main de fer. Monsieur Hakim, secteur bancaire, santé, éducation, frontières contrebande, évasion, armée, tout est planifié. Nous assistons à une destruction systématique de l'État libanais. C'était clair, on le dit depuis des années d'ailleurs. Qui en est responsable? Hezbollah. Vous êtes aussi clair. Et acolyte, bien sûr. Et indirectement l'Iran. Mais c'est voulu. Mais ils ne sont pas touchés, eux. Ils n'ont aucun problème à ce niveau. Eux ne comptent pas sur l'armée libanaise. Eux ne comptent pas sur l'éducation. Ils ne comptent pas sur l'éducation nationale. Ils ne comptent pas sur tout ce que nous avons. Sur le secteur bancaire, ils n'ont jamais compté d'ailleurs. Ils n'y étaient même pas, plus ou moins. Donc, n'ayant pas besoin de tout ça, ils n'ont aucun problème à ce que la destruction soit totale. Et la preuve, nous sommes en train d'aboutir à ça. Mais les sanctions aujourd'hui... La dissolution de l'État libanais. Il est le seul responsable? Et acolytes. Ils ont des acolytes, bien entendu. Qui sont? Tous leurs alliés. Nous pouvons reprendre, selon l'histoire, bien entendu, les divisions au niveau de l'histoire, en France et ailleurs, le régime de Vichy et ailleurs. Donc, tout ça est là et devant nous. Donc, pour vous, aujourd'hui, il faut prolonger le mandat du général Joseph Aoun. Il est obligatoire que le commandant en chef de l'armée reste à la tête de l'armée libanaise, tout au moins durant cette période à venir. Un, au niveau, donc, je parle de terrain militaire. Deux,
au niveau souveraineté, 3 au niveau prérogatif du président de la République. Nous oublions qu'on est en train... Nous ne pouvons pas fonctionner comme si de rien n'était sans un président de la République. Et c'est ce que veulent d'ailleurs le Hezbollah et acolytes, que nous puissions fonctionner normalement au niveau donc de la législation, au niveau des nominations, au niveau de l'administration, ce qui est refusé aujourd'hui par nous, parti Kataeb, et auquel nous essayons de faire bloc à travers l'opposition. Donc voilà, si c'est aussi bien voilà, crucial de pouvoir conserver et protéger cette institution, l'armée libanaise et le commandant, le général Joseph Aoun, comment expliquer l'attaque aujourd'hui du chef du Grand Patriote libre, Gebran Bassil, continue envers le général Joseph Aoun? Il est clair que ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique est une pure question d'intérêt et une pure question relationnelle. Qui n'a rien à voir, qui est un mélange d'intérêts, encore une fois, personnel, caractériel. Malheureusement, comme tout ce qui se passait au Liban, c'est le même jeu qui avait lieu durant les années précédentes en termes de nominations administratives et autres. Et malheureusement, ceci est en train de porter préjudice à ce que nous avons et permet aussi d'ailleurs aux autres entités libanaises d'accuser l'entité chrétienne de vouloir mettre des bâtons dans les roues de ceci. Donc, encore une fois, quelle que soit la solution, le commandant en chef de l'armée devrait rester à la tête de l'armée, surtout dans cette partie, pour les 3 raisons que j'ai nommées, en particulier les prérogatives du président de la République. Nous parlons d'une période qui doit être, espérons, assez courte, et il faudrait trouver la manière donc de trouver une solution à ceci. Si on arrive aujourd'hui au 10 janvier, sans commandant, sans prolongation, donc quel sort? Nous aurons donc aussi de nouveau une échéance qui n'a pas été respectée. Et bien entendu, on aura des problèmes à ce niveau-là. N'oublions pas que nous parlons d'une armée. Et l'armée est égale à hiérarchie. Donc c'est tout dire. C'est difficile. Hein. Mais certainement pour vous, aujourd'hui, le Liban ne peut pas soutenir une guerre. Non, sûrement, nous ne pouvons pas soutenir une guerre. Parce que ça fait des mois et des mois que les responsables disent on est en train de préparer, voilà, il y a une gestion des risques, une gestion des catastrophes. Les étrangers ont le doigt sur la détente à 1600 km des frontières libanaises. Je parle des Iraniens, bien entendu, et de notre cher ministre des Affaires étrangères iranienne, qui a toujours le doigt sur la détente, mais de loin, 1600 km. Et nous avons bien entendu ici, nous qui payons le prix d'une manière globale, à travers les démolitions que nous voyons aux frontières libanaises d'une manière globale, et les morts que nous avons aussi, et des jeunes gens qui sont en train de mourir pour une cause qui n'est pas la leur. Alain Hakim, ancien ministre de l'économie et du commerce, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.